Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à votre rendez-vous avec votre cours, avec votre prof, avec votre communauté, votre classe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette classe. Donc, bienvenue à vous, à votre podcast. On se dit coucou. Je vous rappelle, à chaque semaine, on se dit coucou. On essaie de garder le rythme. Dans ces podcasts, j'essaie un peu de vous expliquer, de vous rappeler les tâches que vous avez à faire chaque semaine. Et cette semaine, c'est plus qu'important que vous y soyez et que vous m'écoutiez parce que je ne suis pas là. En fait, je dois m'absenter du pays pour une durée de 8 jours. Donc, du mardi 11 octobre au mardi 18 octobre, je dois m'absenter. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas se voir en classe pour les 2 prochains mardis. 2. Hein? Vous êtes triste, hein? Avouez-le. Puis, j'espère que vous allez vous en remettre. En fait, c'est l'avantage d'un cours commodal. Quand je dois m'absenter, ça ne cause presque aucun problème. Presque. En fait, là, j'ai déjà plusieurs enregistrements, j'ai du matériel pour vous, donc plein d'enregistrements de cours. Souvent, je m'arrange pour préenregistrer mes podcasts. Donc, mon cours, il est pensé et conçu pour que vous puissiez vous absenter de quelques cours sans que ça cause de problèmes, bien au contraire. Le cours est pensé de cette façon-là. Mais le cours est aussi pensé pour que le prof puisse s'absenter aussi sans que ça cause une catastrophe. On a toujours des congrès à l'extérieur, d'autres obligations. Donc, évidemment, je ne veux pas que ça nuise à mon enseignement. Donc, le cours commodal, c'est aussi pour ça. Donc, j'ai un petit peu de liberté. Ça vous donne un peu de liberté. Puis, ça me permet de moi aussi pouvoir m'absenter aussi. Hein? C'est pas beau ça. Donc, 2 semaines d'absence. Prochain rendez-vous, le 25 octobre. Donc, notez ça d'une pierre blanche à votre agenda. Le 25 octobre, prochain rendez-vous. Donc, je vous le disais, je vous laisse pas tomber. Vous allez le voir, là, j'ai préenregistré mes 2 podcasts, dont celui-ci là, que vous écoutez en ce moment. Puis, j'ai pour vous des enregistrements de cours que j'ai donnés l'hiver dernier. Donc, le contexte était différent. Il faisait froid notamment, mais il y a aussi la sortie de pandémie. C'était pas encore tout à fait réglé. Donc, tout est là, par contre, dans les enregistrements. Le contenu est là. Tout ça vous aidera ces enregistrements, ces podcasts, à continuer à garder le rythme. La seule différence, c'est que dans les vidéos que vous allez regarder, ça date un peu. Donc, ça date d'à peu près 1 an. Donc, le contexte a un peu changé, je le disais. Il y a sûrement des dates mentionnées qui ne fonctionnent pas. Mais je dirais que pour vous, vous ferez la traduction, évidemment. Mais pour vous, la prochaine date importante, c'est le 25 octobre. Donc, on se revoit le 25 octobre. Ce sera toujours à 12h30. Toujours à notre bon vieux de Coninck 0125. Donc, soyez-y. Ce sera nos retrouvailles. Donc, bien hâte de vous y voir. OK, module 6 cette semaine. Donc, vous avez vu l'histoire en classe. On s'est vu la semaine dernière. Donc, vous avez vu l'histoire du professionnalisme. Je vous ai raconté l'histoire du système professionnel. C'était au module 5. Maintenant, vous devez explorer le résultat de cette histoire. Donc, à quoi ça ressemble maintenant et après toutes ces aventures, à quoi ressemble maintenant le système professionnel? Donc, le résultat de cette histoire, là, c'est ce que vous allez voir dans ce module. Plusieurs résultats déjà. Donc, d'abord, vous savez qu'il y a un code professionnel. Donc, vous l'avez vu dans l'histoire, 1973, pour vous le rappeler. Donc, un code professionnel, le code des professions. De ce code des professions découle un code de déontologie. Donc, ça, vous avez tout vu ça. Et vous avez même lu votre code cette semaine. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais demandé aux étudiants. De lire ce code. Puis si vous n'avez pas encore lu votre code de déontologie, il est facile à trouver. Donc, vous allez dans n'importe quel moteur, vous écrivez code de déontologie, puis vous associez le titre de votre future profession. Puis vous allez trouver votre code de déontologie. Donc,
lisez-le, buvez un peu de café, puis relisez-le de nouveau là, pour être sûr de bien le lire. Mais vous allez voir, le code, il est très simple, il n'est pas très long, très simplement construit. Peu importe le code, d'ailleurs, ça a été construit et ça a été écrit à la même époque. Donc, c'est souvent le langage, la construction, la structure du code se ressemblent d'une profession à l'autre. Donc, typiquement, il y a 3 parties dans ce code. Donc, 3 parties pour désigner les 3 principaux destinataires du code. Donc, le premier destinataire, c'est le public. Hein, c'est votre responsabilité envers le public. Donc, votre devoir de protéger le public. Donc, ça, c'est la première partie de votre code. Il y a d'autres articles ensuite qui sont regroupés sous vos devoirs envers votre client. Donc, vos devoirs et obligations envers votre client. Et le client, dans votre cas, c'est souvent votre employeur, hein, le premier bénéficiaire de vos services. Et le troisième destinataire, ben, c'est la profession. Donc, plusieurs devoirs et obligations qui visent à protéger vos collègues, la profession, les titres, les actes. Donc, tout ça, ça fait partie de la troisième famille. Donc, et si vous avez déjà tout retenu ce que je viens de dire, donc vous avez déjà un objectif du module 6 d'atteint. Hein, ça va vite, hein? Donc, l'objectif en question, c'était énoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Donc, dans l'enregistrement de cours, vous irez voir, j'ai expliqué d'autres parties du code, d'autres règles qui sont mentionnées. Donc, allez voir cet enregistrement de cours que j'ai donné l'hiver dernier. Puis encore une fois, n'oubliez pas de tenir compte du fait que les dates mentionnées ne concordent pas vraiment avec votre agenda de cours, mais encore une fois, le contenu, il est bon. Donc, révisez, hein, d'ailleurs, la première partie de l'enregistrement de cours pour avoir un aperçu peut-être un peu plus riche de votre code de déontologie. Ici, je vous ai cité les 3 parties de votre code, mais ce serait intéressant pour vous de lire votre code et d'avoir quelques explications supplémentaires là, que vous trouverez dans l'enregistrement de cours. Le deuxième objectif du module 6, c'est le suivant, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession. Donc, les valeurs du système professionnel. Est-ce que vous les connaissez? Hein? C'est le deuxième objectif de ce module. Donc, je les ai mentionnés, évidemment, dans l'enregistrement de cours. Je vous invite à visionner l'enregistrement de cours pour les voir, comment je les ai structurés, ces différentes valeurs. Mais dans le podcast, dans cet enregistrement, maintenant, j'aimerais prendre le temps d'approfondir un peu ce qu'on veut dire par ces valeurs. Hein. Ce sont des termes riches et forts et on prend rarement le temps d'expliquer ce que sont vraiment ces valeurs, le sens qui s'y cache dans ces termes importants. Donc, si vous vous mettez à chercher un peu quelles sont les valeurs de votre profession, vous allez voir que les valeurs, peu importe la profession d'ailleurs, là, ça finit par se recouper. Vos ordres là, aiment bien ça. Hein? D'ailleurs, nos institutions aiment bien ça aussi. Une belle liste là, de valeurs qu'on affiche en vitrine. Souvent, là, sur la page d'accueil du site web, là, c'est écrit « Mission et valeurs ». Puis là, on retrouve toutes sortes de belles valeurs listées, souvent de façon désorganisée. D'ailleurs, il y a souvent des recoupements, il y a souvent, des fois, la même est mentionnée ou un synonyme est mentionné. Donc, j'aimerais pour vous faire un peu d'ordre dans ces valeurs, puis donner un peu de substance aussi à ces mots là, qui sont parfois galvaudés, puis dont le sens, parfois, c'est perdu à force de les répéter. La première catégorie de valeurs citée par vos ordres professionnels traite souvent de la compétence. Hein, la compétence, être compétent. Donc, typiquement, cette valeur, lorsqu'on parle de la compétence, on pointe vers le fait qu'il est important que vous soyez savant, donc connaissant, instruit, mais aussi expérimenté. Donc, que vous ayez les outils non seulement pour défendre ce savoir, donc défendre la science, mais aussi les connaissances pour les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Donc, vos ordres vont parler de compétences, mais vous allez voir toutes sortes de déclinaisons. On va dire, connaître un devoir de formation continue. Hein, ça pourrait être intégré là-dedans, le devoir de connaissance continue.
connaître. Hein? Ça me semble le terme peut-être le plus important associé au terme connaissance. Donc, il faut peut-être ajouter aussi à connaître une extension, je dirais, de ce verbe riche, qu'est celui de connaître, c'est connaître je dirais, les limites de ce savoir. Donc, certains ordres en font aussi mention. Certains vont parler de devoir d'humilité, de connaître les limites de son savoir. Il y a même des articles du code là, qui sont liés à ça, connaître les limites ou ne pas poser un geste qui irait au-delà des limites de votre champ du savoir ou de votre champ de compétences. Donc ça, c'est important aussi pour connaître ce qu'on veut dire par être compétent, être savant, mais aussi se savoir ignorant dans certaines matières ou dans certains champs du savoir. Donc, assumer son expertise, c'est aussi en maîtriser, je dirais, les limites. Hein? Donc, et peut-être l'image, c'est l'image que j'ai utilisée en classe, pas que vous vous rappeliez de cette compétence, hein? C'est l'image de Gandalf ou Dumbledore, là, c'est à vous de choisir qui est votre sage préféré, là, mais c'est cette image-là, je dirais, de la sagesse. Donc, un savoir, mais un savoir humble, donc un savoir qui maîtrise son savoir et son pouvoir, mais aussi capable de connaître les limites, ses limites dans son intervention. Donc, c'est la première valeur, je dirais, elle est là dans tous les ordres professionnels, ils font référence d'une façon ou d'une autre, la valeur de compétence. La deuxième catégorie de valeurs souvent citée par vos ordres professionnels est l'honnêteté. Hein, l'honnêteté, c'est comme ça que je la désignerais. Être honnête. Donc, là aussi, on a un terme très riche. Je dirais que c'est un mélange entre servir la justice et servir la vérité. Donc, dire la vérité, mais aussi respecter les normes, le droit, votre code de déontologie. Donc, être honnête, là, il y a ces deux sens. Donc, deux principaux sens. Le premier sens, être honnête au sens où on sert la justice. Donc, connaître, dans votre cas, c'est connaître les lois, les règles, suivre les lois, les règles, être conscient des normes, du cadre normatif. Hein, je vous en parle souvent en classe. Être conscient aussi des valeurs qui se cachent derrière chacune de ces normes, de ces règles. Donc, pas juste être capable de suivre les règles bêtement, hein, mais être capable d'apprécier le sens, la pertinence des règles, des lois, des normes qui encadrent l'exercice de votre profession, puis connaissant hein, le sens et la pertinence des lois, des règles, d'assumer, ultimement, là, d'assumer pleinement, librement, consciemment, un comportement qui serait respectueux de ce cadre. Donc ça, c'est le premier sens, être honnête, donc servir la justice et le découlant de tout ça. Le deuxième sens, c'est être honnête et donc servir la vérité. Hein, donc ça revient non seulement dans plusieurs codes professionnels, mais des codes de déontologie, des codes d'éthique qu'on voit dans toutes sortes d'institutions. Donc dire vrai, s'appuyer sur les faits, la rigueur, la raison, s'appuyer sur la science. Donc ça, c'est intéressant. Pas autant l'idée de prétendre détenir la vérité, ce serait bien différent. Ça serait se distancier, je dirais, du sens de ce terme, mais c'est plutôt l'idée de chercher intensément la vérité. Hein, pas prétendre la détenir, mais la chercher intensément. Donc ça revient dans la science, c'est souvent une façon de distinguer la science de la pseudoscience. La science cherche la vérité, alors que la pseudoscience prétend l'avoir découvert ou l'avoir maîtrisé. Hein, si ça vous tente d'explorer des textes un peu plus philosophiques, là, vous irez lire peut-être Popper, donc Karl Raimund Popper, de la philo des sciences, justement, qui disait de cette histoire de vérité. Là. Donc, hein, les chercheurs cherchent la vérité, ils ne prétendent pas l'avoir atteint. Puis c'est justement cet idéal de vérité inatteignable qui fait du sens.
Puis, il ajoute justement, lui, il donnait l'image d'une montagne, là, donc on se rapproche du sommet, hein, c'est un idéal à atteindre. Puis on ne sait pas exactement à quel moment on aura atteint le sommet, mais ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sol, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fausseté ou des idées fallacieuses ou erronées, ben on se rapproche de la vérité. On ne l'atteint jamais, mais on tente de l'atteindre. Et au passage, tiens, on va faire une petite parenthèse, dans les 2 dernières années, là, disons dans la gestion de la pandémie, rappelons-nous à quel point on a eu besoin de ce genre de personnalité raisonnable qui serait au service de la raison et de la quête de vérité, hein, et qui ne prétendent pas nécessairement l'avoir trouvé. Je pense que c'était ça qui était un peu plus déstabilisant pour certains, là, de voir des experts avoir des doutes, contredire des fois un ou de ne pas dire exactement la même chose, mais c'est justement dans cette quête de vérité qu'on reconnaît la raison, ceux et celles qui cherchent les faits et non pas ceux qui prétendent avoir quelques vérités simples et faciles à expliquer. Donc, deuxième sens, être honnête et donc servir la vérité. C'est un peu le sens qui peut se cacher derrière cette injonction. Lorsqu'on vous dit « soyez honnête », on vous dit ces deux sens en même temps. Donc, soyez droit, servez le droit, la justice, les normes, les règles, et aussi servez la vérité. Donc, dites le vrai, ne prétendez pas à une certaine vérité, défendez une certaine vérité, mais acceptez la dimension provisoire, je dirais, de cette vérité. Elle est là, c'est elle qui est la plus valide pour l'instant, mais ça pourrait changer. Donc, voilà. Puis en classe, je me suis servi de l'image de Wonder Woman, et justement, ça vous rappellera peut-être son lasso de la vérité, justement, ou peut-être, si vous préférez, peut-être Capitaine America, justement, son bouclier qui représente un peu la justice ou la justice américaine avec un grand J, mais je dirais la justice avec un grand J de façon générale. Donc, être honnête, c'est le deuxième sens, c'est la deuxième famille de valeurs que vous trouverez dans vos ordres professionnels. Troisième catégorie, donc troisième famille de valeurs promues par vos ordres professionnels, la responsabilité. Responsabilité, donc un concept riche, dense, hein, on vous dit « soyez responsable » comme si c'était simple, mais on reviendra là, au module 7 d'ailleurs, où on a un module complet sur la responsabilité et le jugement. Donc, c'est un terme qui est très riche, on va prendre le temps de l'approfondir longuement, je dirais, au module 7, mais déjà un avant-goût, je dirais, des sens qu'on va explorer. Il y a deux principaux sens lorsqu'on parle de responsabilité. Donc, la responsabilité rétrospective. Hein, imaginez, on regarde dans un rétroviseur. Là. Donc, responsable de ce que j'ai fait, responsable des gestes qui me sont imputables. Donc, c'est l'idée d'imputabilité, hein, être capable de pointer vers quelqu'un. Donc, les professionnels doivent être imputables. Hein, ce que ça veut dire, c'est être capable de prendre le mérite quand ça se passe bien, mais aussi de prendre le blâme lorsque ça se passe mal, être capable d'assumer les conséquences, de répondre de leurs actes. Respondere, responsabilité, ça vient de là, là. Répondre de leurs actes. Répondre de ses gestes. Le droit civil, le droit criminel, c'est exactement à ce genre de responsabilité qu'on fait allusion. Il y a eu une faute, il y a eu un geste, il y a eu un dommage. Qui est imputable? Donc, qui sera celui qui paye? Qui sera celui qui assumera les conséquences de ce geste? Donc, il y a un acte qui a été fait en rétrospective. C'est fait. Et donc, il y a une forme de responsabilité. Ça, c'est le premier sens, je dirais, de responsabilité. Le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc là, ici, on se projette vers l'avant. Hein, donc, prospectif. Il n'y a pas encore un geste qui a été posé et pourtant, on a des attentes. Pourtant, il y a un agent devant nous là, dont nous sommes responsables. Il est là. Et dans votre cas, c'est le public. Donc, vous devez répondre, pas respondere au sens de répondre de, mais répondre à une partie. Donc, répondre au public, répondre aux clients, répondre à vos pairs,
vous avez un rôle envers ces 3 destinataires, on les a vus, avec votre code de déontologie. Puis voilà, donc responsabilité dans ces 2 sens. Je vous le disais, on va y revenir au module 7, mais déjà, je voulais mettre la table en matière de responsabilité et jugement professionnel. Puis pour responsabilité, l'image que j'ai donnée en classe, c'est l'image de Spider-Man. Donc, responsabilité, évidemment. Donc, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. On y reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, imaginez ce Spider-Man, ce Peter Parker qui se sent d'abord imputable du décès de son oncle Ben, donc rétrospectif, mais aussi qui se sent investi d'un rôle, donc un grand pouvoir, et donc un grand rôle, une grande responsabilité. Et enfin, 4e catégorie de valeurs promues par vos ordres professionnels, la protection du public. Donc ça, c'est la valeur qui est là, qui est au cœur de tous les ordres professionnels, protéger le public, comme si c'était simple. Posez-vous quelques questions comme le public. Bon, protéger qui? C'est qui ce public? La réponse, je dirais, elle est assez consensuelle. Le public, c'est tout le monde. Tout le monde auquel vous pouvez penser. Votre client, votre voisin, votre collègue. La société, on parle de sécurité publique, santé publique, bien public, bien commun, la paix sociale. Tout ça, c'est des termes là, que vous pouvez avoir en tête lorsqu'on parle de protéger le public. C'est protéger tout ça. Donc, pensez à vos héros, super-héros peut-être préférés, là, sont là pour protéger le public. Qui doivent-ils protéger? Tout le monde. Donc, voilà. 4 grandes... donc, je le disais, vos ordres professionnels vont citer toutes sortes de compétences, pas de compétences, mais de valeurs. Puis, il y en a plusieurs. Ils vont les lister souvent. Ça manque un peu d'ordre, ça manque un petit peu de substance. J'ai essayé de les regrouper sous 4 grandes catégories. Puis, je vous invite à les revisiter. Ça donne de la richesse, ça donne un petit peu de contenu à ces valeurs qui sont souvent citées sur vos sites d'ordre professionnel, sinon par les institutions dans lesquelles vous allez bientôt travailler. Donc, 4 catégories. La compétence, l'honnêteté, la responsabilité, la protection du public et donc votre devoir de défendre ces valeurs. Donc, être compétent, être honnête, être responsable et protéger le public. C'était le 2e objectif de ce module 6, donc vous présenter les valeurs de votre profession. OK, continuons avec un autre objectif de ce module. L'objectif 3 du module 6, vous devez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, dans le module 6, dans l'enregistrement, vous allez voir, nous allons d'abord explorer quelles sont les règles et quelle est la réglementation. Donc, c'est logique. Dans ce module, dans l'enregistrement de classe, d'abord explorer à quoi ça ressemble, comprendre la structure, observer qui sont maintenant les principaux acteurs de ce système, qui sont les principales parties prenantes, explorer les différentes instances, les différentes composantes du système professionnel, aller explorer encore une fois à quoi ça ressemble le système professionnel en ce moment, à quoi ressemble le système qui est là justement pour défendre les valeurs de votre profession. Et ensuite, une fois qu'on connaît bien à quoi ça ressemble, maintenant, on peut poser la question, est-ce qu'elle est pertinente, cette réglementation? Est-ce qu'il est pertinent, ce système? Donc, pour vous pourrez, je dirais que vous allez pouvoir répondre à cette question à la toute fin du module 6 et je dirais, vous allez sûrement peut-être mieux y répondre à la fin du cours. Donc, vous ne devez pas seulement savoir à quoi ressemble le système professionnel, vous devez être capable de dire si ça vaut la peine, si ça vaut ce système professionnel. Puis pour ça, il faut prendre le temps de l'explorer, de regarder à quoi il ressemble, de regarder d'où il vient, ce système professionnel. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire au module 5.
Et ultimement, parce que vous aurez fait tout ça, vous serez peut-être mieux à même d'en apprécier la pertinence parce que vous en comprenez notamment le sens. C'est important d'en savoir, d'en saisir le sens et la pertinence, notamment pour éviter d'avoir des professionnels qui ne font seulement que se conformer aux règles, aux normes, au système qui est là en place parce qu'il est là, parce qu'il existe et parce qu'on leur impose ce système. Là, ça perdrait un peu de son sens. Donc, vous posez-vous peut-être la question, est-ce que vous allez respecter la réglementation? Est-ce que vous allez vous conformer à la réglementation parce qu'on vous y contraint ou parce que vous en connaissez l'histoire, que vous savez maintenant en apprécier le sens, que vous êtes capable de juger de sa pertinence? Donc, depuis quelques modules, là, vous me voyez à l'œuvre là, et on travaille ensemble. Le but, c'est de vous faire travailler sur cette deuxième voie. Vous en faire apprécier l'histoire, le sens, la valeur et donc la pertinence. Donc, après avoir exploré l'histoire du système professionnel, de cette réglementation, vous allez mieux comprendre le sens, la valeur. Les valeurs, on les a vues à l'origine du système. Je ne les ai pas inventées, là. Elles sont là depuis le début du système. C'est vous-même qui avez placé ces valeurs-là au cœur de l'existence de vos ordres professionnels, au cœur même de la profession. On a vu quelques errances, quelques problèmes, quelques conséquences et ultimement, on a vu la naissance d'une réglementation pour répondre à quelques-uns de ces problèmes. Et pourquoi vous racontez tout ça? Pour que justement, vous soyez à même d'en apprécier la pertinence. C'est pas, on ne l'a pas inventé comme ça parce qu'il y en a un qui a une idée de vous faire un système professionnel pour vous encadrer et vous contrôler. Non, c'est organique tout ça. C'est les sociétés, les générations qui se succèdent, puis tranquillement, le système se met en place pour répondre à des problèmes, répondre à des besoins. Puis ultimement, vous, à la fin de ce module, surtout, je le disais plutôt à la fin de ce cours, le but, c'est que vous soyez capable, du moins, je souhaite que vous soyez plus compétent, disons, pour juger de la pertinence de tout ça. Est-ce que les règles sont justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Tout ça, c'est des questions importantes, mais sans avoir quelques connaissances, quelques a priori, notamment les a priori dans ce cours, difficile d'y répondre avec une grande rigueur. Donc, à la fin de ce module, de ce cours, le but, c'est que vous soyez capable non seulement de comprendre tout ça, mais de défendre aussi le sens, de défendre la pertinence et la rigueur du système, de critiquer le système, de faire les nuances qui s'imposent et ultimement de vous approprier ce qui fait le plus de sens et de ce qui a de la valeur pour vous dans ce système. Et tout ça, ce serait impossible si on n'avait pas enrichi minimalement, je dirais, votre système, votre compréhension du système professionnel. Si vous n'avez pas de notion d'histoire, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne savez pas d'où vient ce système professionnel, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble le système, son organisation, ça serait bien dur à la fin de dire je paye trop cher pour mes cotisations. Si vous ne connaissez pas le système, vous ne savez pas exactement à quoi servent ces cotisations. Donc, le but, c'est d'avoir une réflexion critique sur tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? D'où ça sort? À quoi ça sert? Et ultimement, est-ce que j'accepte ou non ce système, de faire partie de ce système, d'assumer et d'y jouer mon rôle? Donc, le quatrième objectif du module 6, c'est de comprendre la structure du système professionnel québécois. Et j'irai voir l'enregistrement de cours. Donc, je vous ai partagé un organigramme, je vous ai parlé de la structure du système professionnel du Québec. Vous allez notamment découvrir qui est la ministre responsable du système professionnel et donc qui sera votre future grande patronne, parce que c'est une femme. D'ailleurs, que vous soyez aux études supérieures ou que vous exerciez la profession, là, c'est la même patronne parce que c'est la même ministre. Donc, elle est responsable des études supérieures, responsable aussi du système professionnel. Donc, et savez-vous son nom? Vous le saurez.
faut juste consulter l'enregistrement de cours et je vous donnerai cette réponse dans l'enregistrement de cours. Donc, la structure du système professionnel, vous allez voir que l'Assemblée nationale, qui est la plus haute instance dans le système professionnel, l'Assemblée nationale va confier à la ministre de l'Enseignement supérieur et du système professionnel, qui est Madame Bip. Puis là, je ne vous le dis pas pour essayer de vous teaser. Donc, c'est elle qui va assumer les fonctions de ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Donc, sous elle, il y a l'Office des professions, maintenant que vous devriez être capable de reconnaître. Donc, l'Office des professions va relever de l'autorité de cette ministre. Et en parallèle, on a le Conseil interprofessionnel du Québec, donc l'Office qui chapeaute les différents ordres professionnels. Dans la structure, vous allez voir aussi qu'il y a dans chaque structure professionnelle, de chaque ordre professionnel, on a un conseil d'administration, on a un conseil exécutif. Quelles autres instances? Il y a souvent un bureau du syndic, un comité de discipline, évidemment, un comité d'inspection professionnelle. Allez vous voir, allez vous inspecter. Comité de formation, un comité d'arbitrage lorsqu'il y a des problèmes. Puis évidemment, dans la structure, il y a les membres, donc l'Assemblée générale des membres. Et en dessous de tout ça, il y a les membres, donc tous ceux et celles qui payent justement leurs cotisations et qui font partie de ces ordres professionnels. Donc, le système professionnel, c'est qui? C'est tout ce beau monde. En ce moment, c'est ça la structure du système professionnel. Puis, vous devriez vous approprier cette structure, cette connaissance de cette structure dans ce module 6. Il vous resterait 2 objectifs à explorer dans l'enregistrement de cours et dans les documents aussi proposés dans l'ENA. Objectif qui est, attendez que je regarde, d'expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc, pour ça, vous aurez besoin de consulter. Je vous ai donné quelques liens là, pour aller explorer le site de l'Office des professions du Québec. Donc, vous allez voir toutes les différentes instances. Vous allez pouvoir, sur le site de votre ordre professionnel, vous allez voir aussi différentes instances, essayer de vous informer quel est le rôle de chacune de ces instances. Si j'avais à vous en présenter quelques-unes, on pourrait dire peut-être l'Office des professions, j'en ai dit quelques mots, qui est l'instance, je dirais, au cœur du système professionnel. C'est lui qui veille au respect par les ordres. Donc, lui, il surveille les ordres professionnels et s'assure que les ordres mettent en œuvre, mettent en place tout ce dont les professionnels ont besoin pour respecter la mission qui est celle de protéger le public. C'est cet Office des professions qui conseille le gouvernement en la matière. Donc, lorsqu'il y a un dossier qui parle de profession ou de professionnalisme, c'est à cette instance que peuvent s'adresser nos élus. Autre instance, peut-être à bien comprendre le bureau du syndic. Donc, dans un ordre professionnel, c'est super intéressant, super pertinent, le bureau du syndic. Il n'y a pas de lien ici avec le mouvement syndical, là, au contraire. Le mouvement syndical, ce serait de protéger, je dirais, les droits des travailleurs. Le bureau du syndic, lui, son objectif, c'est de veiller à ce que les membres respectent la loi sur les ingénieurs, si c'est la loi sur les ingénieurs, sinon il y a la même loi là, pour chacune des professions. Donc, le bureau du syndic, c'est ça. Il s'assure que ces professionnels respectent la loi qui les concerne et respectent tous les règlements adoptés par le Code des professions qui concernent aussi ces professionnels. Donc, il y en a d'autres instances. Là, je vous parle du bureau du syndic, mais encore une fois, allez faire vous-même votre exploration, allez voir le site de l'Office des professions. J'ai donné les hyperliens sur l'ENA du cours, puis allez vous faire une tête sur les différentes instances, leur rôle. J'en présente aussi quelques autres dans l'enregistrement de cours. Et dernier objectif de ce module, un objectif très important, c'est d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public.
Donc ça, c'est un objectif très large, mais très important. À la fin de ce cours, à la fin de ce module, vous devriez être capable d'expliquer comment le système professionnel s'y prend-il pour assurer la protection du public et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, vous le voyez, c'est un objectif qui est récapitulatif. Donc, pour atteindre cet objectif, je dirais que vous devez avoir atteint les objectifs du module 5, plusieurs objectifs du module 6. Donc, être capable d'expliquer comment fonctionne le système professionnel. Donc, le système, sa structure, les normes, les mécanismes, les règles, les instances, on en parlait. Mais aussi être capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, pour ça, vous avez besoin de maîtriser quelques notions, notamment des notions en matière d'histoire, les valeurs aussi qui ont tranquillement été instaurées, instituées au cœur de l'ordre professionnel, être capable d'en décrire le sens. Donc, non seulement le sens historique, mais le sens au sens de progression, de défense de ces valeurs que nous avons présentées un peu plus tôt. Sinon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'autre dans ce module 6? Attendez que je regarde votre feuille de route. Bon, allez participer au forum, évidemment. Participation au forum du module 6. Pour vous, continuez vos travaux d'équipe. Donc, le TP2, ne l'oubliez pas. C'est lourd, c'est un gros travail. Donc, n'oubliez pas d'utiliser les mêmes documents là, que vous m'aviez partagés avec à Janie et moi. Là, donc, votre Google Docs. Renommez-le. Donc, vous l'aviez nommé, je vais le dire comme ça, TP1. Maintenant, il faut changer le nom pour l'appeler TP2. Puis, essayez de rester dans le même document, là, parce que pour Janie et moi, ça simplifiera le suivi des choses. Donc, j'ai beaucoup de documents. Il y a beaucoup d'équipes dans ce cours. Puis, vous n'êtes pas les seules équipes. Du moins, je n'ai pas ce seul cours avec des équipes que je dois superviser. Donc, si vous pouviez utiliser seulement un document, là, ça simplifierait de beaucoup les choses. Quoi d'autre à faire cette semaine? Préparer votre examen de mi-session. Donc, ça s'en vient. Je sais que vous avez sûrement quelques questions. Tiens, d'ailleurs, pour répondre à vos questions, je vous ai préparé quelques instructions, mes explications concernant cet examen de mi-session. OK, donc l'indice cette semaine, et j'ai bien mis la table pendant mon enregistrement. Donc l'indice cette semaine, c'est le nom de votre future grande patronne, donc le nom de la ministre responsable du système professionnel au Québec. Donc cherchez son nom sur Internet, puis écrivez peut-être dans n'importe quel moteur de recherche la ministre responsable du système professionnel au Québec. Et vous allez trouver son nom. Puis, c'est ça l'indice cette semaine. Donc, vous m'écrivez le nom de cette ministre. Allez, bye-bye. Donc, l'examen de mi-session, pas de stress. Pas de stress. Le but, c'est pas de vous placer en situation de stress. Bien au contraire, le but, c'est de vous faire votre examen, faire votre examen à distance, en ligne, du confort de votre foyer ou du café du coin. Donc, le contexte se veut non stressant. Vous aurez droit à de l'aide même. Donc, commençons, allons-y là, formellement. Donc, où? Donc, l'examen se fait à distance. Quand? L'examen se fera dès mardi prochain, donc dès le 18 octobre à 15h30, là, juste à la fin de l'heure qui aurait été celle de notre cours en classe si j'avais donné un cours en classe. Donc, à partir du 18 octobre, mardi, à 15h30, l'examen va être disponible. Et il va être disponible pendant une période d'environ une semaine, là, donc soit jusqu'au 25 octobre à 23h59. Donc, pendant une semaine. Pendant une semaine, vous pouvez faire les 5 parties de l'examen. Donc, l'examen est divisé en 5 parties et vous avez une semaine environ pour faire ces 5 parties. Donc, les parties, pourquoi le diviser en parties?
Ça n'a pas rapport avec le contenu. Il n'y a pas une partie qui est liée à un module, pas du tout. En fait, ça a rapport avec le système de gestion des qualités de l'ingénieur. Peut-être avez-vous, sûrement qu'il faudrait que vous ayez entendu parler de ça. Donc, chaque partie de l'examen évalue une qualité ou une sous-qualité là, en matière d'éthique, de professionnalisme, déontologie, équité. Donc, il y a deux qualités qui sont évaluées dans ce cours. Puis les parties de l'examen sont liées à des sous-qualités. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais disons que c'est lié au système de qualité de formation de l'ingénieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai divisé en 5 parties. Et aussi, le fait de l'avoir en examen en 5 parties, ça vous permet de peut-être répartir le stress ou votre effort intellectuel pendant la semaine. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez ouvrir une partie, soyez prudent là, parce qu'à chaque fois que vous ouvrez une partie de l'examen, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. 45 minutes. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, vous avez du temps, mais en même temps, soyez prudent. Vous pouvez le faire quand vous voulez, mais lorsque vous ouvrez une des parties, il faut être prêt là, parce que là, le décompte est parti, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Une fois qu'elle est remise, vous avez toute la semaine pour décider de décider du moment le plus approprié pour faire une autre partie de l'examen. Mais lorsque vous allez réouvrir une autre partie de l'examen, vous avez 45 minutes, encore une fois, pour compléter cette partie de l'examen. Donc, j'espère que c'est bien compris. Le matériel permis, tout est permis. Hein, tout, vous êtes chez vous, donc ça serait bien délicat de vous dire consultez rien. Donc, ce serait impossible. Donc, tout est permis, sauf des anciennes copies d'examen. En fait, je l'interdis formellement. Je fais des recherches systématiques pour m'assurer qu'il n'y a pas de copies de mes travaux, examens qui circulent sur Internet. Là, mais vous avez le droit à tout. Vous pouvez citer même du contenu que vous trouvez sur Internet. L'important, c'est de citer vos sources, de les citer extrêmement précisément, surtout quand on fait un copier-coller, on met ça entre guillemets, puis on dit là où on a pris le texte en question. Donc, attention non plus de ne pas abuser. Là, le but, c'est pas... Je ne veux pas savoir si vous êtes capable de faire un copier-coller, je veux savoir si vous comprenez. Donc, ça, c'est toujours l'objectif d'un examen comme ça à distance. Est-ce que mon étudiant, il comprend? Est-ce qu'il est capable de m'expliquer dans ses propres mots des concepts qu'on a vus en classe? Donc, vous pouvez retrouver des concepts, retrouver des parties d'information, mais le but, c'est de vous approprier ce contenu, puis le remettre dans vos mots, puis me démontrer que vous comprenez. Vous n'êtes pas seulement en train de me citer 3, 4 mots-clés. Vous êtes capable de m'expliquer et de me démontrer que vous comprenez. Ça sera toujours la même chose aussi dans la correction. La correction, c'est Janie qui va le faire, puis je lui dis toujours, dans les critères de correction, il y a toujours, est-ce que l'étudiant a retrouvé l'information pertinente, puis est-ce que l'étudiant comprend? Puis ça, c'est 2 façons d'évaluer. Des fois, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'information, qui l'a très bien retrouvée, qu'il sait où elle se trouve, cette information-là, mais est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il nous a démontré qu'il comprend? Non. Il m'a démontré qu'il avait trouvé 2, 3 mots, puis qu'il est capable de les lister, mais il n'est pas capable de me démontrer qu'il comprend. Donc, soyez prudent. Avec un examen à distance, le but, c'est pas seulement retrouver le chemin vers ce savoir, mais nous faire comprendre que vous comprenez, que vous êtes capable de vous-même tisser des liens entre ce contenu et votre raison. Donc, à vous, là. Donc, retisser des liens, nous démontrer que vous comprenez. Donc, comprenez. Comprendre, c'est prendre en soi. Intelligere, intelligence, c'est tisser des liens, c'est ce que ça veut dire. Des fois, les mots nous en disent un peu plus là, sur leur signification. Donc, je disais que vous avez le droit à tout. Vous pouvez même consulter d'autres étudiants. Ben oui. Mais vous ne pouvez pas consulter tous vos collègues. Donc, moi, ce que je vous suggère, du moins, c'est dans mes consignes, c'est que vous pouvez consulter un ou une collègue pendant l'examen. Donc, un ou une seule. Le but, c'est pas que vous fassiez votre examen en groupe. Le but, c'est de vous pratiquer
à être dans un contexte qui pourrait ressembler à un contexte d'examen où à l'examen final, vous allez être seul. Là. Donc, pratiquez-vous dans un contexte où vous êtes seul, mais là, au besoin, c'est une pratique, mais je peux consulter un ami, un collègue, parce que j'ai eu un blanc ou je ne sais pas exactement où trouver cette information-là. OK, peut-être cette fois-là, c'est correct. Donc, pas 20 collègues que vous pouvez consulter, un collègue. Moi, j'appelle ça la formule mariage. C'est peut-être un peu dépassé comme désignation, mais un ou une collègue, vous le choisissez, vous la choisissez. Puis c'est cette personne-là, d'ailleurs, dans chaque partie d'examen, la première question, c'est toujours celle-là. Avez-vous consulté une personne? Nommez cette personne. Hein, pour vous rappeler que vous pouvez consulter quelqu'un, mais que ça doit seulement être une personne. Donc, c'est le compromis que je vous demande. Vous pouvez consulter tout, y compris un ou une collègue, mais restez intègre et honnête puisque les consignes, c'est ça. Dans cet examen, vous allez également avoir besoin de plusieurs choses. Je vous dirais qu'une des premières choses, c'est d'avoir un bon PC et une bonne connexion Internet. Donc, quand vous ouvrez, étant donné que vous avez 45 minutes, là, ça vous prend un bon PC puis une bonne connexion Internet. Donc, si ça plante en cours de route, c'est pas bon. Si votre PC, si vous essayez de faire l'examen avec votre téléphone intelligent, bien, pour produire du contenu, un téléphone intelligent, c'est pas très pratique, là. Donc, écrire au bout du doigt, là, ça se fait, mais c'est pas très bon. Puis je vous dirais que j'ai essayé de faire l'examen sur mon cell, puis il y a des questions où l'interface est mal pensée. Donc, l'ENA n'est pas nécessairement pensée pour faire un examen sur un cellulaire. Donc, je vous invite vivement à vous trouver un PC, à aller à un endroit où vous pouvez utiliser un PC au besoin, une bonne connexion Internet. Ça vous aidera. Donc, essayez au moins de vous trouver ça. Et en même temps, je vous dis ça, mais pour tous les problèmes techniques, parce qu'il peut y en avoir, on ne panique pas. Donc, et ça sera vrai aussi pour l'examen final. Dès qu'il y a un problème technique, là ici, c'est sûr, les problèmes techniques qui risquent d'être plus fréquents parce que c'est un examen à distance. Donc, si ça se produit, et ça s'est déjà produit, un problème de déconnexion ou de bug ou nommez-les, là, on reste calme, puis on documente l'événement. Donc, prenez des saisies d'écran, donc prenez en photo ce qui est en train de se passer, documentez tout ça, documentez les messages d'erreur peut-être qui sont affichés, puis documentez tout ça, puis on trouvera ensemble une solution. D'ailleurs, moi aussi de mon côté, quand vous faites votre examen, j'ai moi-même accès à un historique. Donc, je vois vos branchements, débranchements. S'il y a un débranchement pendant votre 45 minutes, je le vois. Je vois aussi les furteurs que vous avez utilisés, les moments où ça a planté. Donc, tout ça, si on fait ça chacun de notre côté, on documente les événements, entre guillemets, les événements d'erreur ou les événements d'échec technique. Là. On va trouver ensemble une solution. Donc, faites-moi confiance. Il n'y a aucun étudiant qui sera pénalisé en raison d'un problème technique. Vous avez déjà assez à faire en étudiant, en tentant de vous approprier la matière. C'est pas vrai qu'un problème technique va mettre tout ça en péril. OK. Alors, c'est ça votre examen de mi-session. Ça s'en vient. Préparez-vous. Puis, c'était ce que je voulais vous dire aussi sur le module 6. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. En fait, moi, la semaine prochaine, je vais être en podcast. Donc, j'ai enregistré un autre podcast et vous allez pouvoir l'écouter. Et d'ici là, on se revoit au prochain épisode à ce moment-là. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye.